aparté, l'émission littéraire sur RMJ. Au programme, extraits de livres, musique et interviews. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de notre magazine, le livre du mois. Dans le cadre de l'émission En aparté, chaque mois, je reçois pour vous un écrivain de notre région. Après avoir choisi un de ses ouvrages et présenté un résumé lecture du roman, de l'essai, du recueil de poésie, nous dialoguons avec des auteurs qui acceptent de se prêter au jeu de l'entretien. Aujourd'hui, j'ai choisi un roman qui, vous l'allez voir, se présente sous forme d'un journal. Il s'agit du journal de Jeanne Le Tourneur, en l'an 1418, donc en pleine guerre de Cent Ans. S'il y a un ouvrage, il y a donc un auteur. Cet auteur, c'est Brigitte Copin, avec qui nous dialoguerons dans la deuxième partie de cette émission. Alors certes, Brigitte Copin n'est pas une auteure de la basse marche. Songez donc, elle est née en Normandie et vit près d'Albi. Mais elle est bamarchoise pour quelques semaines puisqu'elle est en résidence auprès du théâtre du Cloître et nous la questionnerons aussi sur ce qu'est une résidence d'écrivain. En aparté, le livre du mois avec Claude Perronnet. Je trace les mots l'un après l'autre en m'appliquant et j'ai la main qui tremble un peu. Les gens qui m'ont accueilli ce soir possèdent une belle demeure avec des carreaux de verre aux fenêtres de la salle. Quand je suis entré, le maître de la maison était en train d'écrire. La servante m'a poussé devant la cheminée et m'a enlevé mon manteau pour le faire sécher. C'était si bon, cette chaleur, après la pluie et la peur, que je me suis mis à pleurer. Le maître a rappelé la servante et m'a fait servir du lait chaud. Tous ces gens qui s'enfuient sur les routes ne sont pas raisonnables, a-t-il dit calmement. Il n'y a rien à craindre des Anglais. Les soldats du duc de Bourgogne sauront bien nous protéger. Bientôt, un accord de paix sera signé. Tu devrais rentrer chez toi. Sa voix était rassurante. Je me suis senti mieux, comme si je le connaissais depuis longtemps. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. En tendant la main vers lui, j'ai demandé si je pouvais écrire. Il a eu un regard étonné qui semblait dire « Comment donc une fille comme toi saurait tenir une plume ?» J'ai ajouté d'un ton bien ferme « Mon père est maître drapier à Louviers, ma mère m'a fait donner une bonne éducation. » Le vieil homme m'a fait signe de venir m'installer. Ma main ne tremble plus. Tracer un mot puis un autre me fait du bien. J'ai besoin de poser sur le papier tout ce que je ne peux plus dire à personne, puisque ceux que j'aime sont loin de moi. Papa et maman, pourquoi êtes-vous restés à la maison? Pourquoi m'avez-vous obligé à partir? Je sais bien que les troupes du roi Henri d'Angleterre s'emparent peu à peu de la Normandie, comme la méchante gangrène qui a rongé la jambe de grand-mère l'an dernier, mais peut-être n'est-ce pas si grave, puisque le maître, ici, ne semble pas inquiet. Tant qu'il me sera possible, j'écrirai tous les jours, jusqu'à ce que cette maudite guerre finisse. Si jamais il m'arrivait malheur, j'aimerais que mes parents puissent se retrouver ce souvenir de moi. Quelqu'un pourra peut-être le leur porter. Ils s'appellent Thomas et Marie Le Tourneur et résident à Louviers, près de l'église Saint-Jacques, une belle échoppe surmontée d'une enseigne représentant un mouton doré. Moi, je me nomme Jeanne. Je suis né le jour de la Saint-Martin. Nous sommes à présent en l'an 1418 après la naissance du Christ. Cela fait 38 ans que Charles le Bien-Aimé est notre roi et tout va mal dans le royaume de France. Maman m'a souvent raconté comment ces brutes de soldats anglais pillent les maisons, saisissent les bourses et les bijoux, emportent les moutons et parfois aussi les jeunes filles. La guerre du roi d'Angleterre contre le roi de France avait déjà commencé quand elle était petite. Nous sommes donc le 23 mars 1418 en pleine guerre de Cent Ans.
Jeanne Le Tourneur, une jeune fille de 14 ans fuyant les Anglais qui ont envahi le nord de la France, qui ont envahi la Normandie, vient de quitter Louviers et ses parents. Elle voyage avec ses voisins, les Avenel, qui partent vers Pontoise. Chaque jour, donc, elle écrit le journal de sa journée. Les voici arrivés aux Andélies. C'est le 24e jour de mars, au matin. J'ai dormi cette nuit avec Nicolette, la servante, dans l'alcôve de la cuisine. Avant de me mettre au lit, j'ai caché l'argent, ainsi que la bague de maman. Et j'ai roulé dans l'étui de ma flûte les feuillets que j'ai écrits hier. Afin de dédommager notre hôtesse pour la nourriture et le logement, nous participerons aujourd'hui au grand nettoyage de Pâques. Il y a beaucoup à faire. Battre les tapis et les matelas, aérer la literie, jeter au feu les vieilles paillasses, faire briller les pots de cuivre. En aparté, le livre du mois avec Claude Le Perronnet. 26e jour de mars. La situation devient insupportable. Les uns prétendent que l'on peut rentrer chez soi, les autres affirment que les Anglais sont derrière nous et qu'ils couperont le nez à tous les fuyards. Les femmes se lamentent, les hommes discutent. Moi, j'essaie de ne pas céder à la panique. Je vais aider Nicolette à plier le linge et puis j'irai cueillir des fleurs. Faire un joli bouquet apaise le cœur. Ce soir a lieu la veillée pascale et demain, le carême est terminé. Ça, au moins, c'est une bonne nouvelle. Fini le temps des harengs salés et du pain sans beurre. Nous allons pouvoir manger à nouveau des gaufres au miel, du gâteau aux amandes et toutes ces choses délicieuses que nous n'avons pas touchées depuis 40 jours. Aux Andélies, Jeanne réussit à faire provision d'une liasse de feuilles et d'un encrier bien fermé, nous dit-elle. Arrivée à Pontoise, elle décide de quitter ses voisins, qu'elle n'aime pas. Ses parents lui ayant dit « À Paris, on trouve toujours à manger et dans les monastères, la soupe du soir est distribuée aux indigents », elle décide de se rendre dans la capitale. Après des heures de patience, elle réussit à entrer dans Paris sur la charrette d'un marchand de bois. Elle loge ensuite chez son passeur, mais l'épouse de ce dernier lui volera toutes ses économies. Il lui reste encore la bague de sa mère. Elle la place chez un usurier, un prêteur à gages, qui se nomme Pierre de Flamand, qui va lui procurer un gîte pour la nuit à l'auberge de la Barbe d'Or que tient Madame Emmeline. Ce soir, je dors bien au chaud avec Catherine et Berthilde, les filles de la cuisine. J'ai mangé du ragoût de mouton et du pain. Je n'ai plus la force de tenir ma plume. J'essaierai de continuer demain. Le 7e jour d'avril. Je ne peux pas écrire longtemps. Il y a beaucoup à faire. Dame Emmeline est une forte femme avec des bras épais comme ceux d'un manouvrier. Elle m'a donné du travail. Je dois nourrir les lapins, ramasser des œufs, laver et éplucher les légumes et aider Catherine à la lessive quand les paniers de linge débordent. Elle ne me paie pas, mais je suis logé et nourri. Pour l'instant, ça me va. C'est de cette auberge où Jeanne Le Tourneur va s'installer et travailler dès le 6 avril 1418 que nous allons, grâce aux écrits de Jeanne, découvrir Paris pendant la guerre de 100 ans. À noter que Paris, qui avait près de 200 000 habitants en 1300, n'en a plus que 80 000 en 1418. Jeanne va découvrir les différents métiers, drapier, cordonnier, bourrelier, apothicaire, barbier, copiste, aubergiste, mercier, usurier, porteur. Et à l'auberge de la Barbe d'Or, elle va pouvoir observer la confédération des bouchers qui rivalisent de puissance avec celle des marchands d'eau qui, eux, contrôlent toute la navigation de la Seine. On découvre aussi les deux clans ennemis, les Bourguignons et les Armagnacs.
En aparté, le livre du mois avec Claude Perronnet. Ici, tu es dans un repère de bourguignons, a chuchoté Catherine. Dame Emmeline attend avec impatience que monseigneur le duc de Bourgogne revienne. Quand lui et ses troupes ont été chassés de Paris par les Armagnacs, de nombreux bouchers ont fui. Son mari est parti à ce moment-là. On dit qu'il est à Pontoise. Je n'ai pas ouvert la bouche, mais ça se bouscule dans ma tête. Tu vois, maman, tu m'as conseillé d'aller à Paris parce que les Armagnacs, partisans du roi de France, dirigent la ville. Mais je suis accueilli, nourri et logé par des bourguignons qui soutiennent le roi d'Angleterre. Dois-je les considérer comme mes ennemis? Ensuite, avec Jeanne, un peu à la manière d'un journaliste de direct, nous allons assister à l'attaque des bourguignons qui s'emparent du roi. Alors bien sûr, je résume à toute allure. Le 29e jour de mai, vers midi. Il me semble que le monde a basculé depuis que j'ai posé cette plume. Je vais m'efforcer de tout noter avec exactitude, sans rien exagérer. J'ai commencé par réveiller Berthilde et Catherine. « Vite! Les bourguignons ont attaqué !» Berthilde s'est mise à pleurer. « Viens voir dehors, ça fera moins peur. Je suis sûr que dame Emmeline y est déjà. » Nous avons emprunté le passage entre les deux cours. En suivant les lanternes et le bruit, nous nous sommes retrouvés sur la place de Grève. Des feux étaient déjà allumés. Des groupes surgissaient de toutes les rues, brandissaient des étendards portant la croix de Saint-André. La rumeur croissait, elle semblait venir de l'ouest, des messagers essoufflés accouraient. « Les voilà, ils approchent, ils sont à Saint-Séverin !» Je n'en revenais pas. Ils étaient déjà dans Paris. Et un peu plus loin, les soldats bourguignons se sont massés dans la cour, contenus par leurs capitaines qui les ont empêchés d'aller piétiner les jardins. Au bout d'un long moment, le roi est apparu à cheval à côté du seigneur de l'Isle-Adam. Je l'ai regardé de toutes mes forces. On aurait dit un mourant, le visage blême, le regard vide parcourant la foule, un roi absent, déjà parti vers un autre monde. Pourquoi Dieu a-t-il voulu cela? Ils ont pris la tête de l'immense cortège qui s'est engagé vers le Louvre. Les Parisiens, on le sait, prennent le parti de ceux qui peuvent assurer leur sécurité et leur commerce. Tour à tour les Armagnacs, maintenant les Bourguignons et finalement Charles VII en 1436. Après les émeutes du 12 juin 1418, Jeanne va quitter Paris avec Françoise Le Tellier et ses enfants. Cette Françoise Le Tellier est la sœur de l'usurier bourguignon Pierre le Flamand, l'usurier qui lui avait procuré un gîte à l'auberge de la Barbe d'Or. Ils décident de regagner la vallée de la Loire, près de Tours, où ils ont une maison. Le voyage est périlleux. Tenez, un seul épisode. Le 27 juin, vers 12 heures, ils sont faits prisonniers par des paysans. Mais, heureusement, le meneur, Bernard, est originaire de Louviers, comme notre héroïne. Et les choses s'arrangent. Bientôt, ils arrivent dans la belle maison blanche qui pointe fièrement sa tourelle vers le ciel de la Loire. Et là, avec Jeanne, nous allons découvrir de nouveaux paysages, ceux de l'Anjou, de nouvelles habitudes, une nouvelle vie. Jeanne va recevoir des nouvelles rassurantes de sa famille restée à Louviers. Elle va apprendre le métier de brodeuse. Martin, un des enfants de Madame Le Tellier, travaille dans un atelier de reliure et il fera plus tard un énorme cadeau à Jeanne, relier toutes ses pages quotidiennes pour en faire un livre. Et c'est ce livre que nous venons de feuilleter. En aparté, le livre du mois avec Claude Perronnet. Quant à l'autre fils de Madame Le Tellier, il s'appelle Renaud, et Jeanne d'écrire, le 18e jour de juillet, parce que j'ai ouvert le volet, Renaud était dans le jardin. Je suis descendu aussi vite que j'ai pu. Et elle ajoute, il était là, et moi dans ses bras. Comment dire après, ses mains, sa bouche qui m'enveloppe, et moi qui dis oui, qui l'embrasse et sourit. Je vous laisse imaginer la suite.
Je viens de vous lire ou de vous résumer un tout petit passage d'un des ouvrages de Brigitte Copin, un ouvrage parmi une centaine de cet auteur. C'est L'auriez-vous cru, un ouvrage pour la jeunesse, le journal de Jeanne Le Tourneur, qui donc nous raconte l'année 1418 de la guerre de Cent Ans. J'ai dit un ouvrage pour la jeunesse, mais moi qui ne suis plus jeune depuis fort longtemps, j'ai pris autant de plaisir et d'intérêt que mes petites filles à lire ce roman. L'écriture est simple, claire, mais aussi riche et précise. On est loin de l'indigence lexicale ou de la mièvrerie de certaines œuvres pour la jeunesse. Quant à l'histoire, vous l'avez compris, l'auteur, par le truchement du journal de Jeanne, réussit un peu comme une journaliste de télévision à nous faire vivre en direct, au cœur, oserais-je dire, les événements de cette année 1418 de la guerre de Cent Ans. Mais plus que ça, le subterfuge de la lettre quotidienne donne de la profondeur, du sentiment, de l'intime à l'histoire, mais aussi du style au récit. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ avec Claude Perronnet. Brigitte Copin, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir accepté de vous livrer au jeu de l'entretien. Alors, j'ai choisi un ouvrage qui est un peu ancien, qui date de 2005. C'est pas votre dernier, mais peut-être d'abord voulez-vous modifier, corriger, amender le résumé lecture que je viens de faire de cet ouvrage. Non, c'est parfait et je tiens à vous remercier parce que c'est très émouvant pour un auteur d'entendre son texte lu à voix haute, fort bien lu. Et voilà, je suis la lectrice, l'auteur et l'auditrice de ce texte qui me revient dans le cœur avec bonheur. Brigitte Copin, sur la centaine de livres que vous avez publiés, je pense que la moitié concerne le Moyen-Âge, peut-être plus. Je reprends quelques titres, j'en reprendrai d'autres après. Vivre dans un château fort, les châteaux forts, autant des châteaux forts, Atlas des châteaux forts. Alors dites-nous, vous vivez dans un château fort, vous ? Non, mais j'ai un peu vécu dans une grande maison fortifiée qui... Vous êtes né dans un château fort ? Presque. Pour nos auditeurs, je dois dire que Brigitte Copin, qui est en face de moi, est bien une femme du XXIe siècle. Il n'y a pas de souci. Et pourtant, à vous lire, on pourrait penser que vous vivez vêtue comme les dames du Moyen-Âge. Hein, j'avais noté, mais vous allez me reprendre sans doute, je pensais vous voir en houppelande, avec un mantel doublé d'hermine parce qu'il fait un peu froid, avec une guimpe ou un hénin et des poulanges aux pieds. Il vous arrive de vous vêtir ainsi ? Oui, il m'est arrivé. Il y a près de chez moi un festival médiéval dans la ville de Cordes où la ville entière se déguise. Et ce jour-là, j'avais reçu un prix pour un livre et on m'avait offert un costume. Alors sans l'hermine qui est réservée aux très hautes classes sociales, sans poulaine non plus parce que ce sont des chaussures de la fin du Moyen-Âge, mais oui, le touret et la robe lacée dans le dos et c'était très joli. Et vous aimez cette mode-là ? J'aime beaucoup la mode de la fin du Moyen-Âge à la Agnès Sorel, presque à la frontière avec la Renaissance, quand les tailles sont très hautes et les décolletés très profonds. Magnifique. Très élégant. Mais la mode du XXIe siècle vous va très bien aussi. Hein. Bon, l'an 1000, Aliénor d'Aquitaine, au temps du Moyen-Âge, vivre au Moyen-Âge, fêtes et jeux du Moyen-Âge, la vie des chevaliers, etc. Ce sont d'autres de vos ouvrages. Alors, question... Qu'est-ce qu'il y a d'aussi bien au Moyen-Âge ? Moi, je me disais, on y meurt jeune, les maladies, les épidémies, la famine, les guerres, c'est le lot quotidien. On l'a vu avec Jeanne. Une partie de la population est quasi en servage. Qu'est-ce qu'il y a d'aussi bien au Moyen-Âge ? Parce qu'il faut l'aimer, le Moyen-Âge, pour écrire tous ces livres-là. Ah, je ne crois pas que ça soit aussi bien. Vous avez raison d'insister sur le fait que c'était un monde très dur. Je pense que c'est un exotisme pour moi. Depuis que je suis petite, je suis tombée dans le Moyen-Âge, comme m'a dit très joliment une de mes amies, et cet amour-là ne s'en va pas. Et je pense qu'à chaque fois que je commence un livre sur cette époque lointaine, difficile à comprendre, difficile à aimer parfois, je m'évade du présent. Alors vous allez me dire, mais vous n'aimez donc pas l'époque dans laquelle vous vivez ? Mais si, mais elle ne me fait pas rêver.
Elle ne m'entraîne nulle part, j'y vis plutôt bien, mais ça n'est absolument pas une source d'inspiration. Sans doute, ce Moyen-Âge que j'aime depuis l'enfance m'a entraîné quand j'étais enfant dans un univers qui me plaisait plus à ce moment-là que ma propre vie. Et j'aime bien, l'exemple de Jeanne est parfait, de Jeanne Le Tourneur est parfait. Je vous embarque dans une aventure intime dans ce livre et en même temps je vous glisse ce que je sais sur cette époque. Et cet équilibre fonctionne pour moi et c'est grâce à lui que j'ai trouvé ma place d'écrivain. En aparté, le livre du mois avec Claude Perronnet. Je reçois en ce moment Brigitte Copin pour son livre « Le journal de Jeanne Le Tourneur ». Je reviens justement au journal de Jeanne Le Tourneur, que moi j'ai pris, vous l'avez vu, beaucoup de plaisir et d'intérêt à lire. Vous allez chercher les détails, je dirais même les micro-détails du quotidien, de la nourriture, de l'habillement, de l'hygiène. Je crois qu'il y a une scène où elle prend un bain, par exemple. Il prend beaucoup de plaisir. Pourquoi cette recherche du micro-détail? C'est un choix, ce n'est pas par hasard. Mais bien sûr, mais c'est une évidence. À partir du moment où le livre se positionne comme un journal, je dois vraiment jouer le jeu jusqu'au bout. Et quand vous écrivez votre journal intime, si ça vous est arrivé quand vous étiez jeune, c'est vraiment, aujourd'hui, j'ai fait ça dans les moindres détails. Si j'enlève ce vivant, on bascule dans un cours d'histoire. Et je ne voulais absolument pas cela. Donc, j'ai cherché les moindres détails de la vie corporelle, en plus d'une jeune fille de 15 ans qui a envie de parler d'elle. C'est pour ça que... Et j'ai tenu à ça aussi pour que ma lectrice s'approprie le personnage. Je pense que c'était indispensable. Oui, moi je pense que ces micro-détails sont aussi importants que l'histoire elle-même. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est une question que je voulais vous poser. Je ne sais pas si elle présente de l'intérêt, vous allez me dire. Mais dans ce petit ouvrage, enfin petit par la taille, par l'épaisseur, qui est très très bien fait, qui s'appelle, un autre de vos ouvrages qui s'appelle À la découverte du Moyen-Âge, vous parlez de la religion. Et vous dites que la religion contrôle tout. La religion chrétienne contrôle chaque temps de la vie, de l'année, de la journée, etc., etc. Elle chapeaute même la justice. Vous parlez dans le chapitre ou dans les pages qui précèdent, vous parlez du bûcher pour les hérétiques, vous parlez de la lutte contre les juifs, vous parlez des cathares, etc., etc. Elle développe même une espèce de culture de la naïveté, si j'ose dire. On est dans une espèce de totalitarisme de la religion. Alors, question que je voulais vous poser, vous qui êtes forcément aussi une observatrice du XXIe siècle, est-ce que vous ne craignez pas de voir renaître cela avec d'autres religions dont on dit qu'elles ont connu la Renaissance avant leur Moyen-Âge? Je pense à l'islam en particulier. Oui, alors là, la question déborde beaucoup notre sujet, une question tellement d'actualité que c'est bien difficile d'apporter une réponse claire en quelques mots. Je me dis que nous devons d'abord être dans une société tolérante et la société médiévale ne l'était pas. Donc nous avons peut-être, nous, occidentaux, à tirer leçon de tout ce que la religion nous a apporté comme erreur aussi, même si elle a fait œuvre de civilisation. Donc moi, je mettrais le mot tolérance en avant. Et puis, effectivement, la confrontation entre deux cultures n'est pas simple. Nous sommes dans cette mouvance-là. Nous avons à trouver un chemin. Il faut que tout le monde souhaite que ça soit un chemin de paix. Et cette friction entre deux cultures, pour l'instant, est un peu problématique. Voilà, c'est tout, je crois, ce qu'il faut dire. Vous n'avez pas toujours écrit pour la jeunesse. D'ailleurs, je crois que vous donnez aussi des conférences pour des adultes. Comment en êtes-vous venu à écrire pour la jeunesse? Alors, j'ai quand même... Presque toute ma production est une production pour la jeunesse. Et j'ai commencé comme écrivain pour la jeunesse par chance, parce qu'un jour j'ai eu un coup de téléphone de Gallimard au tout début de ma carrière, qui commençait des nouvelles séries de documentaires pour la jeunesse et qui avait remarqué un ou deux de mes articles. Il est vrai que c'était des articles pour adultes dans des revues Archéologia, Sciences et Vie. Et en fait, je suis rentrée chez Gallimard par cette porte-là, la porte du département jeunesse. Et je m'y suis sentie très très bien. D'expliquer avec des mots simples, d'exprimer, mais pas seulement expliquer, des mots simples à un public prêt à entendre et très plein de curiosité, à partager ce Moyen-Âge que j'aime. Et même ce sens de l'histoire qui m'habite. J'ai dit que le journal de Jeanne Le Tourneur pourrait aussi être un roman pour adultes, mais qu'est-ce qu'il y a de spécifique, de particulier, sans doute, enfin à mon avis, à moi, de plus difficile dans ce travail d'écriture pour la jeunesse? C'est un travail d'équilibriste. Il faut être extrêmement précis et respecter l'histoire, bien sûr, puisque, moi, je tiens à être très scrupuleuse là-dessus, mais en même temps, il faut beaucoup élaguer
ne pas être trop historique, dire la vérité, mais savoir choisir quoi, faire des phrases courtes, avoir un vocabulaire très simple, mais très vivant pour embarquer son lecteur. L'exercice est rude. Très simple mais précis. Hein, oui. Dans Jeanne, dans votre roman, là, vous êtes très précis. C'est pas le vocabulaire est parfois technique même. Ça n'empêche qu'on peut avoir ce vocabulaire-là avec la jeunesse aussi, quoi. Vous le prouvez. Oui, je pense qu'un lectorat adulte supporterait des phrases plus longues, des descriptions plus longues, des finesses d'explications sur les causes de la guerre ou. Bon, j'ai essayé, moi, d'être entre les Armagnacs et les Bourguignons, c'est quand même extrêmement compliqué. C'est une guerre civile, ça tiraille dans tous les sens. Mes lecteurs de 13-14 ans me disent, oh là là, c'était déjà ça, c'était vraiment déjà un peu compliqué. Et pourtant, j'ai vraiment élagué au plus possible. Donc, vous voyez, l'équilibre est vraiment très difficile. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ. Brigitte Copin, vous le savez sans doute, une des activités les plus anciennes de Bellac depuis le XIIIe siècle, ce sont les tanneries. Oui. Et dans un ouvrage, celui-ci, là, qui est magnifiquement illustré, d'ailleurs un château entre guerre et paix, vous dites que les tanneurs, comme les teinturiers, comme les écorcheurs, comme les taupiers, constituent les sales métiers. Les métiers mal considérés. Pourtant, à Bellac, nous sommes fiers de nos tanneries, de notre cuir. Alors, vous pourriez expliquer pourquoi ce manque de considération pour cette profession? Le terme sale métier, d'ailleurs, je crois que j'ai mis le mot entre guillemets, absolument, parce qu'il fait partie d'un texte de la ville, d'une des villes sur lesquelles j'ai travaillé pour ce livre. Eh bien, c'est un métier puant. On tanne les peaux avec de l'urine, par exemple. Enfin, l'urine entre dans les différentes phases de la transformation de la peau en cuir. Et donc ça sent très mauvais. Très vite, on va obliger ces métiers-là, ces corporations-là, à travailler à l'extérieur des murs pour ne pas polluer l'air de la ville. Parce qu'à ce moment-là, et pendant longtemps, y compris jusqu'à après la peste, la mauvaise odeur est porteuse de maladies. Les miasmes de l'air sont à l'origine des maladies, pense-t-on bien sûr. Et pourtant, pour fabriquer des produits exceptionnels. Oui, magnifique, magnifique. Le corsaire, le grand coureur, est un navire de malheur quand il s'en va en croisière pour aller chasser l'anglais. Le vent, la mer et la guerre tournent contre le français. Il est parti de l'Orient avec belle mer et bon vent. Il cinglait bâbord à mur, naviguant comme un poisson. Un grain tombe sur sa mâture, là le corsaire en ponton. Il nous fallut remater et bougrement relaguer, tandis que l'ouvrage avance, on signale par tribord un navire d'apparence à Mantelet de Sabord. Alors nous venons d'écouter une chanson de pirate, une chanson de corsaire, une chanson de marin. Avec le Moyen-Âge, nous sommes un peu dans l'espace restreint et parfois même dans l'espace clos et même muré. Et pourtant, vous avez éprouvé le besoin de vous en échapper. Les grands voyages, les grandes découvertes, les corsaires, les pirates. Vous en aviez marre d'être enfermé dans votre château fort? Non, c'est ma deuxième casquette. En fait, je suis d'une famille de marins. Né au bord de la Normandie, mes ancêtres Terre-Neuve, et allant avec mes copines de classe regarder les bateaux qui rentrent et ceux qui repartent, même si mon père n'était pas marin, et ça fait absolument partie de mon histoire et de mon inspiration. Donc j'ai beaucoup de livres sur traverser l'Atlantique, aller voir de l'autre côté, respirer le vent et les embruns, écouter le bruit de l'eau, voilà. Les pirates et les grands découvreurs de la Renaissance d'abord. Et puis les corsaires et les pirates se sont donc inscrits très spontanément dans ma production littéraire. On change d'espace. Ah oui, on ouvre l'espace. On ouvre l'espace, on est sur les grands espaces. Mais je pense en fait que c'est bien les deux aspects de ma personnalité. L'écrivaine et puis celle qui a envie d'aller voir loin. En aparté, le livre du mois avec Claude Perronnet. Vous êtes bien sur les ondes de RMJ et son magazine Le Livre du mois, et je reçois en ce moment Brigitte Copin pour son livre
le journal de Jeanne Le Tourneur. Ah, vous avez, je crois, mais je ne l'ai pas lu, également quitté le Moyen-Âge pour l'an 2000, me semble-t-il. C'était pour entrer dans la modernité? Oh là là, alors ce livre est unique, vous savez, comme le 13e petit cochon, et incroyablement difficile à faire. C'était la façon dont nos ancêtres percevaient l'an 2000, donc j'avais l'impression de faire un retour en arrière pour rebasculer vers l'avant. Extrêmement difficile à construire, à tel point que je suis allée voir mon éditrice, juste avant l'an 2000, bien sûr, c'est un livre qui est sorti pour l'an 2000, en lui disant « je n'y arrive pas, je crois que je vais abandonner ». Et elle m'a dit « Brigitte, je te donne carte blanche ». À ce moment-là, j'ai un peu mieux respiré et j'ai donc réussi à réaliser le livre que vous avez peut-être feuilleté, qui a été unique dans ma production. J'en suis assez fière, mais il m'a fait quelques cheveux blancs. Il m'a donné quelques cheveux blancs. Qu'est-ce qui vous gêne dans la modernité? Oui, c'est une très bonne question, monsieur, et je ne suis pas sûre d'avoir la réponse. Là, c'est l'anticipation. Alors, je suis nulle en anticipation. Et pourtant, le futur ne me fait pas peur. J'ai mis des enfants au monde dans cette société, je suis grand-mère, donc je n'ai pas refusé de poursuivre le chemin à travers eux, mais c'est le passé qui m'inspire. Dites-nous, Brigitte Copin, vous savez écrire le journal d'une année, vous l'avez prouvé avec celui de Jeanne, vous devez aussi savoir écrire le journal d'une vie. Alors vous pourriez en quelques phrases nous dire le journal de Brigitte Copin, nous dire qui vous êtes un peu. Oh là là, en trois phrases. Alors non, je ne sais pas si je vais faire ça, monsieur. Si, vous savez. L'écrivain, il se cache derrière ses livres, donc le journal d'une vie, trois mots pour une vie, moi je trouve ça extrêmement difficile. Tous les écrivains, justement, que nous recevons ici, écrivains régionaux, exercent un autre métier, ou sont à la retraite, attendent d'être à la retraite pour écrire. Mais vous, alors je vais dire les choses un peu bêtement, vous êtes un véritable écrivain, quoi, c'est votre métier. On peut en vivre de l'écriture de livres pour la jeunesse aujourd'hui? Oui. Pas très facilement, mais j'ai décidé en 1987, j'étais déjà en train d'écrire des livres depuis 5 ou 6 ans, de sauter dans le vide, parce que je me suis dit, si tu ne fais pas ça, tu seras jamais complètement écrivain ou écrivaine. À ce moment-là, on disait plus encore écrivain. Alors maintenant, je me dis que c'était courageux. Et je n'ai pas mesuré à ce moment-là tout le courage qu'il fallait, mais j'ai quand même beaucoup mangé de la vache enragée au départ. Et puis, il y a eu des meilleures années, d'autant que j'étais chef de famille et que j'avais donc 3 petits loulous à nourrir. Voilà un petit détail de la vie de la femme écrivaine. Et les temps sont à nouveau plus difficiles parce que le lectorat est plus difficile et plus. Enfin, on achète moins de livres. Les libraires, les libraires le disent. Mais je ne regrette rien. Nombre de vos ouvrages sont illustrés, et ceux, moi, que j'ai pu lire, sont magnifiquement illustrés. Comment ça se passe avec les illustrateurs? Je veux dire par là, qui commence, qui décide, qui a la priorité? Celui qui dessine, celui qui écrit le texte? Expliquez-nous ça. C'est presque toujours l'auteur qui écrit d'abord son texte. Prenons l'exemple de ce château entre guerre et paix dont vous aimez beaucoup les illustrations. Alors là, c'est un partenariat dès le départ et nous avons monté le livre ensemble en réunion. Moi, j'avais déjà bien préparé mon canevas, mon schéma, et Christian Gégou, dont il faut reconnaître l'extrême talent, donc je disais, dans cette double page, je vais parler de ci et de ça, et lui, il crayonnait à côté de moi, et quand j'avais fini mon petit exposé, il me disait, voilà, moi, je vois ça comme ça. Bon, c'est un très, très grand talent. Nous continuons à travailler ensemble, parce que ce livre qui a été publié chez Fleurus va ressortir chez Ouest France. Donc c'est un travail qui se construit voilà, au fur et à mesure. C'est assez exceptionnel. En général, en tout cas pour tout ce qui est roman, l'auteur écrit son texte, l'éditeur ayant reçu le manuscrit fait appel à un illustrateur qu'il choisit lui-même, et la relation est assez pauvre en fait entre l'illustrateur et l'auteur. C'est pas le cas. En documentaire, le travail est plus un partenariat. D'accord. Parmi vos ouvrages, vous traitez aussi des loups, des personnages fantastiques. Ici, je crois que vous êtes allé à Bussière-Boffy, peut-être avez-vous rencontré la mandragore, ou vous êtes allé voir des mégalithes, je crois, ou les tétrabouillis.
Cette question simplement pour vous demander quelles sont vos premières impressions sur notre région, parce que je crois que vous aimiez cette espèce de moutonnement vert, et je l'ai eu entendu. Oui, et hier soir, je disais à une personne qui habite à Bellac que ça me faisait penser à la Bretagne intérieure, granit et verdure. Et moi, je suis une fan du granit. Je trouve que c'est une très belle roche. Donc, j'ai beaucoup aimé ces éboulis diaboliques qui apportent un imaginaire extraordinaire. Et je les retrouve, c'est vrai, en Bretagne intérieure. Donc, j'ai une tendresse pour votre pays que je connais peu, mais que vraiment, je suis très contente d'être ici et d'avoir ce pays à découvrir, parce que je pense que c'est un pays qui se livre petit à petit. Je crois que vous avez bien perçu les choses. Vous êtes ici en résidence d'écrivain au Théâtre du Cloître. Expliquez-nous, ça consiste en quoi? Vous allez faire quoi? Rencontrer qui? Produire quoi? Alors, une résidence d'auteur, c'est un temps dans un ailleurs donné à un auteur pour qu'il puisse, d'une part, écrire une œuvre qui l'inspire, en s'inspirant plus ou moins du lieu dans lequel il s'est installé, et il donne aussi du temps d'auteur à des projets d'écriture. Pour mon cas, des projets d'écriture avec des enfants scolarisés, des enfants d'école primaire, des collégiens, des lycéens de lycée professionnel, en partenariat avec le Théâtre du Cloître. Ça fait partie de son action culturelle. Et donc, il y a Christine Moins du Théâtre du Cloître m'accompagne et a monté tous ces projets avec moi. Vous allez écrire un ouvrage après ? Alors, je voudrais avoir le temps de commencer un petit roman qui me trotte dans la tête. C'est le cas de le dire, trotte, parce que c'est l'histoire d'un troubadour. Vous êtes quand même le pays des troubadours, oui. Le bas Limousin, enfin le Limousin. Pas chez oui, nous, non. Le bas Limousin. On va se les annexer. Au moins pour. Donc, je voudrais poser un troubadour, et je voudrais, pour mon histoire personnelle, développer une relation avec le cheval. Donc je vais écrire une histoire autour d'un cheval et d'un troubadour. Je n'ai pas encore vraiment commencé. Mais c'est à l'intérieur de moi, et elle va naître, cette histoire, j'en suis sûre. Donc vous reviendrez présenter votre livre, voilà, avec le Théâtre du Cloître. Voilà, hein. Absolument. Alors je sais que vous allez présenter quelque chose de particulier. C'est une espèce de festin du Moyen Âge. Hein. Il doit y avoir une activité comme ça. Alors il y a un atelier d'écriture avec des adultes autour de différents aspects du festin médiéval. Donc ce sont des adultes qui ont des petites productions littéraires qui seront éditées en même temps que les productions littéraires des enfants avec lesquels je monte les ateliers d'écriture. Alors j'avais une question à vous poser à ce sujet, c'est sur le sens du mot entremets. Parce qu'un entremets aujourd'hui, c'est une espèce de dessert sucré, hein, plus ou moins un flan. Mais au XIIe siècle, c'était pas du tout ça. Alors plus encore au XIIIe, même XIVe, XVe siècle, parce que voilà, c'est vraiment, ça fait partie des festins de la fin du Moyen Âge. Eh bien, un mets au Moyen Âge, c'est un service. Les repas sont organisés selon le service à la française, alors qu'aujourd'hui nous mangeons à la russe. C'est-à-dire que un repas se découpe en plusieurs moments, et pour chaque moment, une dizaine ou une quinzaine de plats sont déposés sur la table et ne doivent pas bouger. Et les convives se servent dans les plats qui sont devant eux. Ensuite, tout est débarrassé et on va apporter un peu plus tard un deuxième mets ou service. Et entre les mets, il y a un petit spectacle, ou une musique, ou un montreur d'ours, ou bien une pièce montée très affriolante qui va distraire les convives en attendant le second mets. En aparté, le livre du mois avec Claude Perronnet. La question de Christophe. Alors Brigitte Copin, bonjour. Bonjour. Alors moi j'ai deux questions. La première, vous êtes en résidence dans le Limousin, même si on est en basse marche. Quelles sont les choses qui vous ont inspiré après la visite de Mortemart, la découverte de la légende de la Mandragore, les légendes de Blon, Bellac également qui a un passé moyenâgeux? Qu'est-ce qui vous a inspiré pour votre livre pour l'instant? Alors j'ai été sensible à cette très très belle visite que nous a fait Madame le maire de Mortemart. Ce calme incroyable, quelque chose de cristallin. La pierre est claire, il y a toujours ce rapport entre l'eau, c'est un pays d'eau aussi, ce rapport entre l'eau et la nature. Nous avons déjà avec les enfants
travailler sur ce rapport dans l'histoire qu'ils sont en train de monter avec moi. Pour ma propre inspiration dans mon histoire de cheval et de troubadour, je pense que ces petits chemins creux qui mènent au chaos de rochers sont restés inscrits en moi. Voilà, ça j'en suis certaine. Après, peut-être d'autres choses vont surgir. Alors on voit les émissions sur l'histoire se multiplier à la télévision, à la radio. Les Français sont passionnés par l'histoire depuis quelques années. En quoi vous pouvez expliquer ça justement, que les Français se passionnent sur ces histoires courtes parfois, que l'on donne sur ce qu'il s'est passé il y a des siècles. Moi, je pense que le besoin de racines est plus profond que jamais et indispensable dans une société qui bouge beaucoup et qui prend des apports justement extérieurs. Donc ça, c'est très important. Et puis dans cette société un peu en crise, je crois que les périodes passées font rêver. Mais le goût pour l'histoire n'est pas si neuf, il me semble, parce que moi ça fait 30 ans que je suis écrivain et j'entends des gens, je rencontre des passionnés d'histoire, même des gamins passionnés d'histoire depuis le départ, depuis le début de ma propre création. Ah mais là on est sur des émissions plus populaires, hein, Stéphane Bern, oui, c'est vrai. ou autre émission sur la 6, pourquoi pas. Hein. Oui, je pense que c'est rassurant. C'est mieux comprendre ses origines. Oui. S'y replonger, en plus il fait ça très très bien avec des anecdotes légères, drôles, voilà, qui divertissent aussi, qui apportent, oui c'est ça, je pense, qui rassurent et qui divertissent. Nous allons terminer l'émission par une note musicale. On vous a demandé de choisir un morceau musical et vous avez choisi la Troba. Pourquoi ce choix ? J'ai fait un petit clin d'œil à cette civilisation occitane que j'ai découverte en arrivant en Albigeois alors que je suis normande d'origine. Je me suis alors j'ai vraiment pris dans la figure que l'histoire était faite par les vainqueurs, était vraiment écrite par les vainqueurs et que j'avais beaucoup à apprendre sur cette civilisation occitane qui est morte pendant les croisades contre les Albigeois. Et c'est vraiment fort dommage. Donc les troubadours nous ont ouvert le début de la littérature occidentale. Nous leur devons ça et je voudrais leur rendre leur place. Nous allons donc nous quitter dans un instant en musique. Je voudrais dire grand merci à Brigitte Copin d'avoir accepté de se livrer au jeu de l'entretien et inviter nos lecteurs à se rendre dans les librairies, les médiathèques pour lire et faire lire les ouvrages de Brigitte Copin. Les inviter aussi à consulter le site du Théâtre du Cloître. Ils trouveront les rendez-vous que propose Brigitte Copin pendant son séjour en Basse-Marche. Merci beaucoup Brigitte Copin. Merci à vous. Nous vous rappelons que la réalisation technique de cette émission en aparté est assurée par Christophe Gourcerol. Nous donnons rendez-vous à nos auditeurs le mois prochain. Nous traiterons d'un autre roman et d'un autre auteur. À très bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous. En aparté, le livre du mois avec Claude Perronnet. La fina vera valur, plus da otra valenza, el preser fresca colurs, de plats e magenza, per asinvagues amors, d'anche mentendenza, mironza delis, plus ric joy que paradis, a grama parvenza. Nell'altra non pot ser cor, fanni la ghirenza, e un plus essendo doble nei sovinenza, ma cendire ma sclamo non l'aspertevenza, tan lissia clis, con plus vas messa fortis, ma l'am ses faienza.